Bonjour, chers étudiants du semestre 3, module roman du 19e siècle, toujours naturellement dans le cadre de la filière des études françaises. En réalité, cette intervention va être la continuité de la partie théorique qui avait porté à la fois sur la présentation du réalisme et du naturalisme, et également sur la présentation des romans La vieille fille et La semoie. Et donc, ce que je vais faire avec vous, c'est choisir un texte de l'un et de l'autre, des romans que vous avez au programme, et on va voir ensemble comment on va l'analyser, quels sont les éléments auxquels il faut s'intéresser. Après, naturellement, aussi, ma présentation d'une façon d'approcher le texte relativement aux commentaires littéraires globalement. Donc le texte, vous allez le voir apparaître. Le premier texte, donc, c'est celui tiré, je vais les prendre dans l'ordre, tiré de La vieille fille. Donc vous allez le découvrir. C'est un extrait qui présente en réalité la rivalité qu'il y a entre Dubosquier et le chevalier de Valois. Et par la même occasion, vous allez constater la présence d'un troisième personnage, qui est Athanase, ce jeune monsieur qui est de la famille de Mademoiselle Cormand. Et naturellement, ce qui va compléter ce décor, c'est la présence de Mademoiselle Cormand. Donc, c'est à quel moment de l'histoire? C'est quand les deux rivaux, en plus de ce jeune garçon, en réalité se préparaient à prendre d'assaut, excusez l'expression, ce fort qui est Mademoiselle Cormand et qui symbolise pour l'un et pour l'autre un marchepied pour arriver à autre chose. Donc finalement, ce n'est pas pour des raisons purement matrimoniales, conjugales qu'ils souhaitent épouser Mademoiselle Cormand, mais pour des raisons personnelles. Donc vous allez voir que dans le texte, le début commence par la présentation du personnage principal, Mademoiselle Cormand, et remarquez comment elle est présentée par l'écrivain. Donc vous allez sentir aussi la sensibilité en vogue dans le texte par rapport à l'écrivain lui-même. Il va en dire au début, Mademoiselle Cormand, espèce de raison sociale. Donc, vous êtes dans je parlais tout à l'heure de fort, de marchepied. Balzac va la prendre comme une raison sociale, donc c'est un capital, c'est une marchandise. On est pratiquement dans la chosification de ce personnage. D'ailleurs, tout au long du texte, c'est un peu cette approche qu'on va en avoir. C'est comme si c'était un objet du décor. En réalité, elle est là pour meubler, et autour d'elle, il va y avoir des sensibilités. Naturellement, là, on est dans un cadre typiquement politique, des sensibilités qui vont s'exprimer. Donc, dans le texte, Mademoiselle Cormand présentée comme une raison sociale, et l'écrivain nous dit sous laquelle se comprenait une imposante coterie, c'est de ça que je parlais, tous ces gens-là qui tournent autour, et il avance dans son texte, donc il nous dit « deux ambitieux, aussi profonds que le chevalier de Valois et du Dubosquier ». Donc ce que je suis en train de faire avec vous, c'est ce premier travail de repérage, donc présentation de Mademoiselle Cormand comme raison sociale, et autour d'elle, on a les deux personnages principaux qui sont en duel, parce que vous avez une espèce d'autoroute dans votre texte, vous avez une voie empruntée par le chevalier de Valois. C'est comme si c'était une partie de chasse, en réalité. Donc on a deux prédateurs. Donc c'est à ça que vous devrez être particulièrement sensible dans cet extrait. On a deux prédateurs qui courent derrière une proie. Et on a ce troisième élément, ce troisième mais qui n'est pas présenté réellement comme un prédateur, mais vous allez voir qu'en réalité, il y a une espèce de
de figures angéliques qui représentent tout autant que Mademoiselle Cormon une espèce d'innocence et qui est en réalité en dehors des enjeux qui sont en train de se jouer autour de lui. Donc il va se faire, par la même occasion, je parle de cet Athanase, il va se faire lui aussi écraser, donc son amourette, parce qu'il s'est amouraché de cette personne, bien sûr, elle est poussée par sa maman, et sa maman, naturellement, elle a derrière la tête toute la fortune que la famille devrait gagner, parce que, comme on disait et on le dit toujours, Mademoiselle Cormon est un bon parti, sauf que ce garçon, avec son innocence, et puisqu'il ne s'inscrit dans aucun enjeu, l'écrivain ne l'a pas inscrit dans nul enjeu, ni politique, ni économique, c'est comme s'il est tout simplement là pour animer et pour apporter aussi ce joli petit élément sentimental qui est un ingrédient qui va faire pousser à un moment le roman à sombrer dans une espèce de mélodrame, mais naturellement l'écrivain va rattraper ces personnages essentiels pour aller dans le sens qu'il voulait donner à son texte. Je parlais de mélodrame parce que ce jeune garçon va se donner, justement par désespoir, il va se donner la mort, et ça ne fait que rajouter à cet élan émotionnel, sentimental. Ça fera, comme on disait aussi, faire pleurer quelques margots dans leur chaumière, mais sans plus. Donc l'écrivain, en réalité, va revenir à son point essentiel. C'est comme s'il avait besoin un peu de ces petits éléments comme des bibelots romanesques, romantiques, si vous voulez. Donc, vous avez la présentation de cette rivalité, donc deux ambitieux, comme les présente l'écrivain, Chevalier de Valois et du Bosquier. Et donc, on va continuer dans la découverte des éléments qui vont étayer ce que l'écrivain est en train d'avancer ici. Donc, ce que vous allez découvrir, finalement, cette découverte qu'on est en train de faire, c'est celle que vous devriez en principe opérer à la lecture de votre texte. Repérer les mots-clés, les éléments essentiels, le champ lexical, tout ce qui va vous permettre de monter cet édifice qu'on appelle le commentaire et qui va vous permettre par la même occasion de découvrir les enjeux de votre... Sauf que le choix qui a été opéré par moi-même, comme je vous l'avais déjà dit, oriente le texte plutôt vers son élément crucial, à savoir deux chasseurs professionnels au milieu desquels se trouve cette petite proie. Et donc, vous avez les enjeux politiques et économiques, et vous avez naturellement les deux camps qui s'affrontent, le camp républicain plutôt, et le camp monarchiste, aristocratique, des nobles, etc. Donc, pour continuer dans ce travail de détection des éléments essentiels, vous avez pour l'un et pour l'autre, là était la députation. Ça veut dire finalement le point qu'on vise. Pour l'un, bien sûr, on a parlé de la dimension économique qui dépasse de loin tous ces enjeux, mais vous avez aussi les honneurs. Donc les honneurs, c'est cette députation. Et puis la pairie pour le noble. Donc l'un cherche à être député, l'autre cherche à être noble. Donc finalement, dans le cadre de ce schéma, on va penser automatiquement, vous allez mobiliser plutôt ce qu'on appelle le schéma actentiel. Et dans le schéma actentiel, naturellement, vous allez étudier le parcours de chaque personnage, quelle est la quête derrière laquelle il court, on l'a ici. Maintenant, il faut voir pour quelles raisons, et surtout, quels sont les adjuvants et quels sont les opposants, sans forcément que ce soit des personnes, mais c'est plutôt très souvent ici des circonstances. Donc ici, on est déjà dans le cadre de la présentation de cette rivalité, de cette guerre entre les deux camps. Alors, et par suite la pairie pour le noble, une recette générale pour le fournisseur. Quand je parle de recette générale ici, vous allez encore une fois, vous avez la dimension purement financière, le fournisseur. On évoque ici le travail qui a toujours été celui de du Bosquier, que naturellement la Révolution a quelque peu ruiné, c'est pourquoi il est obligé de se
réfugiés en province, à Alençon spécialement. Donc la recette générale va avec le terme de fournisseur. Donc remarquez comment l'écrivain mobilise ce champ lexical qui se rapporte soit aux finances, aux intérêts financiers, soit aux honneurs politiques, et les deux vont naturellement ensemble. Et puis vous allez apparaître un mot juste après, qui est celui du salon. Vous savez très bien que ce sont ces assemblées, que ce soit à Paris ou en province, où vous avez une espèce de corporatisme, de sensibilité qui se regroupe, et là où se font les mariages naturellement, là où se font les promotions également, et Balzac a un talent particulier à décrire, surtout en province, à décrire ces milieux qui sont clos et qui, à l'intérieur desquels se déroulent des fois des drames, des tragédies, des choses qui dépassent de très très loin cette timidité provinciale et donc on n'oserait même pas soupçonner les enjeux qui se déroulent à l'intérieur de ces murs tristes et clos. Donc, on parle je vous parle de salon parce que après il va vous parler du salon de Mademoiselle Cormon. Un salon dominateur se crée aussi difficilement en province qu'à Paris, et celui-là, ça veut dire le salon de Mademoiselle Cormon, se trouvait tout créé. Donc, parce qu'encore une fois, il y avait tous les ingrédients pour la présence et l'existence de ce salon. Et puis vous avez cette phrase que vous devrez absolument souligner et repérer. Épouser Mademoiselle Cormon, c'était régner sur Alençon. Là, naturellement, ça montre le poids, ça vous l'avez déjà découvert de vous-même, le poids de la famille, sauf que ce poids, il n'est pas uniquement un poids financier, mais aussi un poids symbolique. C'est une grande famille bourgeoise dont les filles ont toujours et depuis toujours épousé des nobles, des gens qui avaient une situation, donc des gens qui étaient socialement considérés. Donc, si l'un ou l'autre réussissait à gagner la main de Mademoiselle Cormon, naturellement, il va régner sur Alençon. Vous imaginez bien, régner, ce n'est pas un choix fortuit. Je veux dire, elle va devenir une espèce de roitelet qui va s'imposer, qui va prendre le pouvoir sur cette ville. Et puis, l'écrivain, avec son petit ingrédient romantique, il introduit ce troisième personnage dans ce trio, c'est Athanase. Athanase, le seul des trois prétendants à la main de la vieille fille qui ne calcula plus rien, aimait alors la personne autant que la fortune. Et là, je vous avais parlé déjà en réalité, la tentation de l'argent, elle est toujours présente, même chez ce jeune garçon. Mais il se trouve que lui, il est amoureux aussi de cette pauvre fille, sauf qu'elle, il n'en avait jamais senti le moindre attirance pour ce garçon. C'est pour ça que je vous disais, il va se donner la mort désespérément. Et puis l'écrivain va continuer dans sa lancée de présentation de ces enjeux, parce que cette première partie, c'est justement la présentation de ces enjeux politiques et financiers. Pour employer le jargon du jour, dire le jargon des temps où se déroulait l'histoire, n'y avait-il pas un singulier drame dans la situation de ces quatre personnages? Et j'attire votre attention sur le champ lexical ici. Vous avez le terme drame, et puis vous avez la notion de personnage. Finalement, c'est une référence aussi. Faut bien se mettre ça dans sa tête. De temps en temps, rappelez-vous les éléments que vous connaissez, que vous avez déjà ingurgité, si je puis dire, par rapport à la comédie humaine et au travail de Balzac globalement. Là, vous avez le terme drame qui fait partie du champ lexical du théâtre. Rappelez-vous la comédie humaine. Donc, quand on dit comédie humaine, on est dans le cadre d'une approche qui présenterait le monde comme une grande scène et les humains comme des comédiens, des personnages. Et donc ici, vous avez singulier drame dans la situation de ces quatre, puis vous avez la notion de personnage. Donc on est en train d'assister à une pièce de théâtre
qui va naturellement avec la mort d'Anastase, va se transformer en, non plus en mélodrame, mais en tragédie. Hein. Et donc finalement, c'est une pièce de théâtre qui se déroule à Alençon, dont les personnages principaux sont ces trois rivaux. Et puis vous allez, juste après, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais vous allez, quand vous allez lire le texte, vous allez le découvrir facilement, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est réellement les enjeux. Mais vous avez quelques éléments qui relèvent du travail de l'écrivain lui-même. Après, elle va nous faire une petite analyse un petit portrait, on va dire, psychologique du personnage. Et vers la fin du texte, il va évoquer un autre élément qui va compléter ce qu'on est en train de voir par rapport à la psychologie du personnage, par rapport à on va dire, à ce retard qu'il a eu pour trouver un mari. L'écrivain va l'expliquer après. Mais au milieu, vous avez quelques éléments de l'histoire. Et donc, vous avez mai, au milieu du texte, vous avez mai de 1789 à 1799, les circonstances furent très défavorables à ses prétentions. Là, ici, le C possessif, c'est les prétentions de Mademoiselle Cormon, naturellement, de trouver un bon parti. Et puis, vous avez, juste après, la France sait que le système politique suivi par Napoléon eut pour horrible peur, plutôt eut pour résultat de faire beaucoup de veuves. Là, vous avez encore une fois une autre référence. On vous dit comment les éléments de l'histoire viennent se greffer sur ce drame. Donc, comment est-ce qu'on va partir d'un microcosme vers un macrocosme? Comment est-ce qu'on va partir des personnages, on va dire, d'une petite histoire vers la grande histoire qui est l'histoire de la France? Et là, c'est un travail dans lequel Balzac excelle tout particulièrement. C'est ce qui fait même une de ses forces. Rappelez-vous qu'il avait dit qu'il voulait être l'historien de la société française, donc le secrétaire de ce qui s'est... Rappelez-vous la citation que je vous avais montrée dans une précédente présentation. Donc, il va faire entrer l'histoire, la grande histoire, à l'intérieur de la petite histoire pour soutenir justement ses propres thèses, puisque pendant la Restauration, c'est vrai, les bouleversements qui avaient été apportés par la Révolution française vont se concrétiser petit à petit, doucement mais sûrement. Donc, l'importance de l'argent roi, l'intérêt qui est en train de se dérouler ici, c'est la conséquence d'un bouleversement social, un bouleversement des mœurs, une mutation fatale, incontournable, et d'ailleurs pas uniquement incontournable, mais irrésistible aussi, hein, parce que vous avez une bonne frange de la population qui vivait dans le commerce, qui vivait dans une petite industrie, mais qui va finalement, grâce à sa fortune, grâce à son capital, va s'emparer du pouvoir. Donc la dimension typiquement monarchiste va commencer à s'amenuiser jusqu'à disparaître à un moment donné. Et puis vous avez la France, je vous le disais, c'est que le système politique suivi par Napoléon eut pour résultat de faire beaucoup de veuves. Finalement, Napoléon, pendant ses campagnes militaires, il avait pratiquement saigné à blanc la population française. Il y avait des centaines et des milliers de morts pendant ces guerres. Et l'écrivain tient ici à mettre ça en rapport avec le retard qu'avait pris Mademoiselle Cormon à prendre mari. C'est que il n'y a plus beaucoup de prétendants. Les hommes, les garçons sont partis sur des champs de guerre. Ils sont restés d'ailleurs, pour je vous une petite parenthèse, quand on disait à Napoléon que tout ça, ça faisait beaucoup de morts, il avait, je ne sais pas à quel point est-ce que cette révélation, cet élément de l'histoire est vrai, et il disait une nuit de Paris réparera tout ça. Je vous laisse deviner tout ce qu'il sous-entend par ce propos. Et puis il continue toujours avec les éléments de l'histoire. Quand le consulat ramena l'ordre intérieur, les difficultés extérieures rendirent le mariage de Mademoiselle Cormon tout aussi difficile à conclure que par le passé. Donc on est en train d'entrer dans une phase
où l'écrivain, comme je vous le disais, est en train de s'accrocher plus à l'histoire du pays qu'à l'histoire de ces pauvres personnages. Et il va continuer pour dire, de 1804 à 1815, naturellement vous auriez deviné, on est toujours sous le règne de Napoléon, il lui fut donc impossible de lutter avec les jeunes filles qui se disputaient les parties convenables. Donc il est en train de nous expliquer, mais redoutablement, comment est-ce que cette pauvre fille, qui est arrivée à un certain âge, parce que c'est la quarantaine, tout simplement, quand le roman s'ouvre sur 1816, comment est-ce que ce retard, comment est-ce que cette difficulté qu'il a, contrairement à toutes les jeunes filles de sa famille dans le temps, comment est-ce qu'il n'a plus de partie intéressante, donc il est à la merci. Finalement, c'est le cas de le dire aussi. Elle est à la merci de ces deux personnes qui sont en train de se disputer sa fortune pour accéder à des positions avantageuses. Et à la fin du texte, vous avez quelque chose dans lequel l'écrivain excelle aussi, c'est nous raconter, mais sur un temps philosophique, un temps de réflexion, tous ces gens, la noble fille ne rencontra que des âmes vulgaires, où régnait le calcul des intérêts positifs, et qui n'entendaient rien au beau calcul du sentiment. Là, c'est comme si vous sentiez une espèce d'accent nostalgique par rapport au bon vieux temps, où l'argent roi, ce n'était pas lui qui avait le pas sur les beaux sentiments, les sentiments nobles, mais plutôt, il veut nous faire montrer qu'on assiste à une évolution qui est vraiment triste. C'est pour là que je vous disais que dans les textes de Balzac, malgré le fait que ses convictions politiques, il les garde plutôt pour lui et qu'il met en réalité en place dans ses romans les mutations sociales, les transformations sociales qui se font. Donc il est en train tout simplement ici de nous dire que les temps ont changé, ont révolu, il l'assume naturellement, et que cette pauvre fille va être aussi une des victimes de ces transformations des mœurs. Donc globalement, si je schématise à travers ce parcours, j'ai parcouru le texte avec vous pour que vous puissiez savoir quels sont les éléments sur lesquels il faut nécessairement aller pour trouver maintenant les axes et les enjeux, puisque pour votre commentaire, vous avez besoin d'axes de lecture qui vont être, encore une fois, les éléments qui vont fournir votre développement. Donc ici, vous allez le voir facilement, vous avez l'histoire d'une rivalité prise à l'intérieur d'une grande histoire, et à la fin du texte, vous avez une approche sociologique pour expliquer pourquoi on parle plutôt de vieille fille. Vieille fille, naturellement, cette personne qui a pris du retard pour trouver un mari. Et je vais vous proposer, vous allez les voir apparaître aussi sur votre écran, je vais vous proposer deux grands axes de lecture avec de petits sous-axes, parce que je l'avais déjà dit pendant la présentation du commentaire, certes, vous avez un grand point, un grand axe, mais à l'intérieur de ce grand axe, il faut le décliner en sous-axes pour faciliter pour vous-même, pour vous faciliter le travail de la rédaction. Vous avez des idées, vous les avez fixées sur votre brouillon. Donc, pendant que vous avez fait ce travail qu'on avait fait ensemble, vous avez fixé des éléments essentiels, vous avez été sensible à des points particuliers, à une thématique qui revient, et votre connaissance de l'écrivain aidant, vous allez vous en sortir facilement. Donc moi, je vais vous proposer, encore une fois, chacun peut prendre un axe pour lequel il estime qu'il y a de l'intérêt. La seule condition, l'unique condition, c'est de trouver le moyen de l'argumenter suffisamment. Donc vous avez le premier axe, je vais choisir de l'appeler « L'innocence aux prises avec l'intérêt ». Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez un personnage qui est une espèce de proie, et vous avez des prédateurs
Et ce personnage, Mademoiselle Cormont, naturellement, c'est l'innocence incarnée. Et puis, vous avez l'intérêt financier. Je vais décliner ce grand axe sous 3 sous-axes. Le premier, soit je l'appelle une guerre sourde, soit je l'appelle les rivalités. D'ailleurs, je rappelle pour la petite histoire que quand je parle d'axe, de sous-axe, tout ça, vous l'avez uniquement dans votre brouillon. Elle est strictement, formellement interdit, parce que j'ai déjà eu l'occasion de voir des commentaires où les étudiants mettaient ces axes sous forme de titres. Il est strictement interdit de mettre les titres. Les titres, ce sont des choses par lesquelles vous abordez votre sujet sous forme d'une espèce de plan, comme on avait dit, une espèce de feuille de route qui vous permet d'avoir des repères, parce qu'il vous faut des repères pour vous orienter facilement. Donc, vous avez des repères, tout ça, vous le mettez dans votre brouillon. Donc, j'ai mon idée principale qui porte sur les rivalités, les enjeux, et de l'autre côté, j'ai cette fille, tout ce qui est de plus, cette candide fille, tout ce qui est de plus innocent. Donc, une guerre sourde, les rivalités, donc je vais mettre dans un paragraphe en avant cette rivalité que vous avez eu l'occasion d'étudier déjà en classe. Et puis, le deuxième sous-axe, je parlais de l'argent roi. Donc, le triomphe de l'intérêt, de la convoitise. Donc, d'un côté, vous avez les personnages clés d'une rivalité qui se font la guerre entre eux. Et puis, à l'intérieur de tout ça, et la motivation principale de tout ça, c'est cette évolution dont j'avais parlé des mœurs. Donc, vous avez le triomphe de l'intérêt, de la convoitise, de l'argent roi. Et dans un dernier sous-axe pour ce premier grand axe, vous avez l'écrasement de l'innocence. Voyez comment est-ce que l'écrivain parle de cette pauvre fille qui est pratiquement à la merci de redoutables chasseurs, et la pauvre, il ne va rien d'autre faire que d'être dans une passivité totale. De toute façon, avec l'âge qui avance, il n'a pas trop le choix, donc il va finir par porter son choix sur du bosquier, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point, c'est celui donc de l'innocence aux prises avec les intérêts. Donc le deuxième sous-axe, le deuxième axe plutôt, avec ces sous-axes, c'est ce que vous allez voir aussi sur l'écran tout de suite. Alors, j'ai choisi une histoire, un titre, comme ça, je peux l'appeler une histoire dans l'histoire. Une histoire à l'intérieur de la grande histoire, parce qu'on a la petite et la grande histoire, c'est ce que j'avais développé tout à l'heure. Donc, une histoire dans l'histoire, c'est à propos de quoi? C'est tout ce qu'on avait dit au sujet de le propos historique, à caractère historique. Vous avez des dates, vous avez un champ lexical que vous devriez absolument exploiter. On entend parler de Napoléon, de la France, du consulat. Vous avez les dates qui sont symboliques, naturellement, et très importantes. Vous avez un ensemble d'éléments que vous devriez de toute façon répertorier. Vous avez Napoléon. Vous allez donc répertorier tous les éléments. Vous allez les regrouper dans ce sous-axe que vous allez présenter. Donc, vous avez l'histoire dans l'histoire, et à l'intérieur de ça, donc, vous mettez, vous commencez par exemple par dire que l'écrivain est connu de toute façon pour ce type de présentation. Donc, vous pouvez mettre la marque balsacienne. Comme c'est une marque labellisée. Donc, la marque balsacienne, c'est justement... Et là, vous allez faire entrer la dimension réaliste aussi du texte. Comment est-ce que... Pourquoi je parlais d'histoire dans l'histoire? Comment est-ce que la petite histoire a été submergée par la grande histoire? Et vous évoquez, parce que vous avez une connaissance parfaite de tout le travail de Balzac, vous allez faire entrer cette passion de l'écrivain pour tous ces éléments de l'histoire et qui lui permettent de légitimer son travail de romancier aussi. Donc là, vous avez une marque balsacienne, et puis vous avez
une sociologie de mariage. Ça, c'est un point très important, un sous-axe très important, puisque l'écrivain nous avait amusé, en fait, à travers les éléments de l'histoire, à nous expliquer pourquoi Mademoiselle Cormon avait pris du retard avant de se marier. Donc, vous avez, dans le texte, j'ai pas eu le temps de parcourir tous les éléments qu'il étaye, mais vous avez plein d'éléments qui permettent aussi d'entrer dans le travail du sociologue, celui qui nous explique par A plus B pourquoi cette personne avait tardé, donc en le reliant, comme je le disais, à la grande histoire. Donc voilà finalement les grands éléments qui devraient en réalité vous intéresser quand vous avez un texte de cette espèce. Donc je répète, je synthétise, donc je repère, je fais un travail de repérage, donc je vais répertorier les éléments clés, je vais les regrouper sur des centres d'intérêt qu'on appelle communément les axes. Et à travers les axes, il faut que je trouve des éléments qui me permettent d'aborder ce grand axe. Donc, je vais retrouver de petits axes, de petits éléments dans le texte qui sont dispersés, mais qui sont là pour étayer et argumenter chaque chose que je dis, que j'avance. N'oubliez pas que, comme je l'avais déjà mentionné, quand vous présentez votre idée, vous allez l'étayer naturellement avec des arguments à l'intérieur du texte, mais n'oubliez pas à chaque fois, régulièrement, de citer votre texte. La citation, c'est la caution première et dernière de toute façon. Donc, ce qu'on appelle l'illustration, le propos doit régulièrement être illustré par des expressions, des mots tirés du texte. Je vous remercie. À la prochaine présentation dans laquelle je vais parler cette fois-ci de l'Assommoir, et donc je vais prendre un texte, comme on vient de le voir, un texte extrait de l'Assommoir que je vais voir avec vous. Je vous remercie.